Paris est occupé par les Allemands depuis 1940. Antigone fut présentée au public parisien pour la première fois le 4 février 1944 au théâtre de l'Atelier. La pièce est composée sous sa forme quasi définitive en 1942 et reçoit à ce moment l'aval de la censure allemande. Depuis 1943, la pièce était en répétition dans une atmosphère de drame et de pénurie de la fin de la guerre. On comprendra donc le pourquoi de ces nombreux anachronismes et ces personnages anciens modernes utilisés par l'auteur pour déjouer probablement les effets de la censure. Anouilh dit lui-même: l'Antigone de Sophocle, lu et relu, et que je connaissais par cœur depuis toujours, a été un choc soudain pour moi pendant la guerre. Le jour des petites annonces rouges. Je l'ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre. La pièce de Sophocle est une pièce religieuse. Antigone, au-delà du cas de son frère, s'attache à faire la différence entre la loi écrite, la loi de Créon, et la loi non écrite, la loi des dieux. L'Antigone de Sophocle meurt donc pour être fidèle à la loi divine. Dans la pièce d'Anouilh, les mobiles d'Antigone ne sont qu'humains. C'est une petite fille qui ressent dans sa chair l'injustice faite à son frère. Elle meurt donc par fidélité à elle-même. La pièce d'Antigone, à l'époque où elle a été jouée, a suscité de nombreuses critiques de la part des critiques d'art et de littérature. Jean Didier, s'en prenant aux anachronismes, disait en 1946 : les procédés dont use Jean Anouilh, cet artifice du vêtement et du langage, ainsi que l'anachronisme permanent dans sa tragédie moderne est entaché, n'ajoute rien au pathétique de l'histoire d'Antigone. Mais qu'est-ce que ce roi Créon, en habit noir et cravate blanche, qui condamne à mort une Antigone en robe de soie, parce qu'il a recouvert à l'aide d'une petite pelle le cadavre de son frère, un affreux fêtard qui passait le meilleur de ses nuits dans des lieux de plaisir. Voyons à présent ces fameux anachronismes à cause desquels l'auteur a été vivement critiqué à l'époque. Par définition, l'anachronisme se disait d'abord d'une erreur qui consiste à placer un fait avant sa date. L'erreur opposée se disait parachronisme. Mais parachronisme est devenu peu utilisé et anachronisme après une acception générale. Ces effets. D'abord, il a un effet de surprise. Les spectateurs s'attendaient à de l'antique et ils voient du contemporain. Ils sont donc déstabilisés. Puis l'anachronisme a pour effet d'atténuer le tragique par un comique léger qui balance le tragique. Ces formes, les anachronismes littéraires sont les actions où l'auteur insère un personnage, un fait ou un objet qui n'a rien à voir avec la scène actuelle et exposée. Les pièces les plus anciennes retrouvées pour faire des tricots semblent dater du 3e au 4e siècle. On a retrouvé plus rarement des aiguilles à tricot en os ou en bronze dans des tombes de la même époque et même antérieure. Les bas-reliefs égyptiens présentent des divinités portant des robes en tricot. Globalement, il est admis que la technique du tricot fut répandue dans le monde arabe ou plus tard dans le courant du Xe siècle, peut-être avant. Le tricot a pu être introduit en Europe, soit lors des invasions arabes du 8e siècle, Espagne et France, ou pendant la présence islamique en Espagne jusqu'au 15e siècle. Dans la tragédie grecque jusqu'à Sophocle, on appelait prologue la partie de la pièce qui précédait l'entrée du chœur.
Ce procédé, abandonné par le théâtre classique, a été repris par les dramaturges du XXe siècle. Les personnes sont vues au lever du rideau dans une activité qu'ils poursuivent sans se préoccuper du public. La vieille dame qui tricote, à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour revienne de se lever et de mourir. L'ouvrier est une personne qui loue ses services dans le cadre d'un travail industriel ou agricole en échange d'un salaire. Par définition, cette notion fait référence au statut du salariat et à l'exercice d'un travail manuel, ce qui exclut les employés de bureau. Ce terme, issu du latin operari, ouvrer, soit agir, opérer, travailler avec ses mains, vers la fin du XIIe siècle, évolue vers ouvrier, puis ouvrier. À la fin du XVe siècle, le verbe travailler élimine progressivement la racine du terme ouvrer, du fait de l'homonymie avec ouvrir. Se sont maintenues cependant certaines formes comme ouvrer, ouvrable, œuvre ou ouvroir. L'ouvrier en question dans cette citation est bien Crillon le roi, qui a laissé ses anciennes occupations comme premier personnage de la cour. Et il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. Le mot ouvrier est cité par Crillon lui-même, lors de son dialogue avec Antigone, pour lui démontrer qu'être roi n'est qu'un ouvrage ou métier comme tout autre. Il est communément reconnu que les plus anciennes cartes à jouer connues sont d'origine chinoise et qu'ils apparurent durant la dynastie Tang, 618-907. Il est probable que les précurseurs directs des cartes européennes aient atteint l'Europe par l'intermédiaire des Mamelouks d'Égypte à la fin du XIVe siècle, sous une forme très proche de celle connue aujourd'hui. Alors que tous les autres personnages sont solitaires dans leur méditation, seul Aimant Ismine parle et les gardes jouent aux cartes. Enfin, les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes. Enfin, dit le prologue s'agissant des personnes ou personnages les moins importants dans la hiérarchie. Les gardes reviennent à la fin de la pièce, continuent à jouer aux cartes, insouciants de ce qui est arrivé, car, eux, tout ça, cela leur est égal. C'est pas leurs oignons. Ils continuent à jouer aux cartes. À toute époque, il y eut des bals. Ils sont attestés dès le Moyen-Âge. Bal est le déverbal de l'ancien français ballet, qui désigne dans la littérature courtoise le fait de danser à la cour au milieu du XIIe siècle. Et leur vogue s'amplifie à la Renaissance, notamment sous la forme de danse de couple, sous l'influence de Catherine de Médicis, qui ont fait un usage de polissage des mœurs, de la cour et de quasi-diplomatie. Ici, on croirait avoir affaire à un milieu bourgeois début XXe siècle, qui organise des soirées dansantes où les jeunes issus des familles aisées s'amusent et font connaissance. Et puis un soir de bal, où il n'avait dansé qu'avec Ismène, Aimant va vers Antigone, assise dans un coin, seule, et lui demande d'être sa femme. Personne n'a jamais rien compris. Le mot vient du grec orchestra, qui désigne dans le théâtre antique la partie de la scène réservée au chœur. Le mot orchestra lui-même vient de orchestai, danser. Au fil du temps, les musiciens ont remplacé les choristes et ces ensembles de musiciens ont pris le nom d'orchestre. Un soir de bal, et j'ai envie de dire,
où l'orchestre avait entamé une nouvelle danse, belle occasion pour un cavalier d'inviter sa cavalière pour danser, ou tout simplement sortir de la danse et d'entretenir. L'orchestre a attaqué une nouvelle danse, Ismine riait aux éclats, là-bas, au milieu des autres garçons. Il n'est pas au courant de la demande qu'Aimant a faite à Antigone. Mais au fil de l'histoire, rien ne laisse entendre qu'il a une relation amoureuse avec Aimant. La reliure, non dérivée de relier lui-même, issu du latin religare, consiste à lier, à rassembler plusieurs feuilles d'un livre, pliées ou non cahier, de façon à permettre un usage durable et à lui donner une esthétique coavenante. Au XVIIe siècle, le terme de reliure prend le sens de manière dont un livre est relié, en fonction de son histoire, ses évolutions techniques et décoratives, ses origines géographiques et ses styles, souvent liés au renom des relieurs. Créon, avant du temps d'Oedipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, puisqu'il aimait la lecture aussi et les livres dans le but de meubler son temps, étant loin de la politique. Le métier de collectionneur est apparu pendant la période d'après-guerre. Jadis, les antiquaires étaient des collectionneurs, des passionnés de l'antique. Au Moyen-Âge, l'antiquaire était principalement un marchand de tableaux. De nos jours, l'antiquaire achète, restaure et revend à des particuliers des œuvres d'art. Et le maître du prix est responsable du bien vendu. En effet, au fil des années, ce métier s'est institutionnalisé, ce qui a conduit au respect de règles professionnelles ainsi qu'à la reconnaissance d'une autorité officielle. Créon, qui n'avait dès lors aucune responsabilité politique, il vivait comme un prince désœuvré, aimait aussi les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes, une passion des gens instruits et riches qui peuvent se permettre l'achat des objets d'art. Le mot voyou est apparu en 1832. Il est formé sur voie, c'est-à-dire celui qui court les routes. On peut dire voyoute au féminin, et on peut dire aussi voyou pour féminin et masculin, de la même façon. Le voyou, c'est l'individu qui traite dans les rues, il est mal élevé, il est volontiers délinquant. C'est aussi un jeune marginal, envoyé des faubourgs, mal élevé, canaille. Avec les mêmes termes utilisés par Créon, le prologue désigne Polynice qui s'est entretué avec son frère Éthéocle et qui est à présent un cadavre jeté derrière les murs de la ville. Mais Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou serait laissé sans pleurs, sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals, dit le prologue. Ou encore, nous avions affaire à de larrons en foire, qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant, et qui se sont égorgés comme de petits voyous qu'ils étaient, pour un règlement de compte. Pour le prologue ainsi que pour Créon, voyou a un sens péjoratif, dévalorisant, ce qui n'est pas le cas pour Ismine, qui dit à Antigone « Tu sais bien que c'est pour toi que se retournent les petits voyous. » Croyons de ce fait faire un compliment à Antigone, qui le prend avec indifférence. La carte postale est un moyen de correspondance écrite qui se présente sous la forme d'un morceau de papier cartonné. Dans les années 1890, les cartes postales deviennent illustrées grâce au procédé de photomécanisation. Si l'Angleterre est en 1840 le berceau du timbre-poste, l'Autriche est bien celui du principe de la carte postale. Le docteur Heinrich von Stephan, directeur général des postes,
propose en 1865, et ce, pour la première fois, un mémoire sur la carte postale. L'idée n'est pas reprise tout de suite, il faut attendre le 1er octobre 1869, à Vienne, pour que le professeur Emanuel Hermann convainque l'administration postale autrichienne de l'intérêt de ce support. Dans cette réplique, Antigone montre son goût du petit matin, un monde pur, harmonieux, celui des rêves. Maintenant, tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Une forme du mythe du paradis perdu, où tout était beau, tout était pur. L'histoire de ce petit bâton remonte à 5000 ans. Pour se colorer la bouche, les femmes écrasaient des pierres précieuses pour les mélanger ensuite à de la cire d'abeille. Beaucoup plus tard, vers l'an 40 avant la naissance du Christ, la reine Cléopâtre fabriquait elle-même son rouge à lèvres à base d'insectes. C'est au Xe siècle que le célèbre chirurgien et chimiste Aboul Qasim, connu en Europe sous le nom de Aboul Kassi, inventa le bâton de rouge à lèvres. Et en France, ce n'est qu'au XVIe siècle que le rouge à lèvres commence à se diffuser. Il était utilisé aussi bien par les femmes que par les hommes. La veille, Antigone avait emprunté, volé la robe, la poudre et le rouge à lèvres d'Ismène pour une dernière rencontre avec Aimant, son fiancé. Il était convenu qu'elle et sa sœur Ismène allaient enterrer le cadavre de leur frère Polynice. Mais Antigone, qui s'était disputée avec Aimant, est sortie mettre le plan toute seule à exécution. Et en rentrant, elle fut surprise par la nourrice, toujours en robe et avec du rouge à lèvres, chose qui n'était pas dans ses habitudes. C'est pour cela que la nourrice lui dit « Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi, à t'attifer toujours devant la glace, à te mettre du rouge à lèvres. » Quant à Aimant, il lui demande d'où il a eu le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe, dans la scène de la réconciliation. Probablement originaire d'Éthiopie, le café a été cultivé pour la première fois au Yémen. C'est au XVe siècle que des moines auraient commencé à consommer du café dans le but d'avoir l'esprit clair et éveillé. Il existe d'ailleurs plusieurs légendes sur la découverte du café. La transposition d'une Grèce antique à Paris moderne revêt dans cette réplique une grande signification au niveau anachronisme. Le petit déjeuner à la française, avec du café et des tartines. Antigone, qui voulait rester seule à seule avec Ismène, a envoyé sa nourrice lui faire du café. Il use de ce prétexte. « Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, Nounou. Cela me fera du bien. » Ces noms nous entraînent dans un monde fantaisiste. Le nom de Boudos en particulier ressortait du dormi comique. Des soldats vulgaires, ivrognes, avides d'argent et d'avancement, respectueux des supérieurs et ignorants qu'ils ont eu conscience, sont purement et simplement une caricature du policier moderne et plus généralement de l'homme du peuple le moins poli. Ces noms n'ont évidemment rien à voir avec ceux des Grecs de l'époque de Sophocle. Le garde, s'agissant ici du garde Jonas, est venu rendre compte à Crillon qu'on a enterré le cadavre du prince révolté Polynice, garde Jonas de la 2e compagnie. Voulons savoir combien il y a de soldats qui surveillent le cadavre. Le garde répond, on est 3 chefs, je ne suis pas tout seul. Les autres, c'est Durand et le garde de première classe Boudos. Des noms bien étrangers à la tragédie de Sophocle. Le fusil à poudre noire est la première arme moderne utilisée pour remplacer les armes de trait.
arcs et arbalètes au premier quart du XIVe siècle par la création de la coulevrine à main, puis de l'arbuse, fin du XVe siècle, et du musquet du XVIe au XVIIIe siècle. Les premiers fusils étaient chargés par la gueule, où la poudre noire était tout d'abord versée puis tassée. Des cartouches en papier contenant la poudre et la balle furent développées ensuite pour faciliter le rechargement. Le soldat devait la déchirer avec ses dents pour recharger son fusil. L'apparition ultérieure de la cartouche métallique facilita et accéléra le chargement. Les fusils ici ont le sens de soldats ou gardes armés. Le fait d'avoir trouvé une petite pelle de fer devant le cadavre laisse penser criant qu'ils ont affaire à un petit garçon. Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils. C'est un nom féminin issu du latin pala créé vers 1050. Puis vint le nom féminin pelleté en 1680 qui éliminera le nom de pellé apparu en 1050 qui signifie tout de la quantité de matière qu'on peut enlever d'un coup de pelle. Puis viendra le verbe pelleter vers 1788 qui deviendra à son tour le verbe pelleter de 1868 qui signifie remuer avec la pelle. Pelleteur est le nom apparu en 1868, ouvrier qui travaille avec la pelle. Après ce terme, désignera en 1936 l'engin automoteur qu'on nommera pelleteur ou pelleteuse. Le garde raconte la découverte d'une petite pelle près du cadavre à la première tentative d'enterrement. Après, en cherchant mieux, le gardien a trouvé plus loin une petite pelle d'enfant toute vieille, toute rouillée. Criant demande à son page, un enfant pur et naïf, qui l'accompagne et lui rappelle son emploi du temps. Tu mourrais, toi, pour moi. Tu crois que tu irais avec ta petite pelle? Les partis politiques au sens moderne du terme sont assez récents. Ils apparaissent à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Ils apparaissent aux États-Unis vers 1830 et en Angleterre avec la réforme électorale de 1832. Créon pense qu'un parti politique en opposition a saisi l'occasion des derniers événements survenus à Thèbes, la guerre des 7 princes alliés à Polynice et la mort du roi Éthéocle et de son frère, pour déstabiliser le pouvoir en se servant d'un enfant. À moins qu'il n'ait dressé un vrai enfant avec des phrases, une innocence inestimable pour le parti. Dans ce cas, qui condamnerait à mort un petit enfant. Le mot armoire provient du latin armarium, terme qui a dû signifier initialement réserve d'armes. Le mot désigne aussi le même dans lequel on rangeait les livres dans les bibliothèques romaines évoquées par Vitruve. L'armarium fut aussi évoqué par Caton l'Ancien, Cicéron et bien d'autres, et plusieurs modèles sont représentés dans les peintures de Pompéi. Les armoires telles qu'on les connaît aujourd'hui sont apparues au XVIe siècle, sous forme d'armoires, à 2 vantaux ou à 4 portes, alors encore parfois nommées bahuts ou buffets, décorés dans des styles très divers, avec des hauts-reliefs, des incrustations, des glaces, etc. À l'époque antique, on mettait ses vêtements dans des caisses, l'armoire n'existant pas encore. Dans cette réplique, Antigone, qui avait été courageuse, forte et de mauvais caractère lors de son dialogue avec Ismène, se montre plutôt enfant, faible, ayant encore besoin de sentir une main forte qui la serre, comme lorsqu'elle était malade étant encore enfant. Nounou plus forte que le cauchemar,
plus forte que l'ombre de l'armoire qui ricane. Dès 1891, Thomas Edison nomme kinésitographe l'appareil de prise de vue photographique animé qu'il a imaginé que son assistant William Kennedy Laurie Dixon met au point et qui est à l'origine des premiers films du cinéma dès 1891. Ce terme de kinétographe, d'après le grec ancien kinétos et graphien, qui signifie respectivement mouvement et écrire, sert de base d'appellation du cinéma dans plusieurs langues autres que latines. Kino, aussi bien en allemand qu'en russe, et dans bien d'autres langues, désigne le cinéma. Pour annoncer l'arrestation d'Antigone essayant d'enterrer le cadavre de son frère, le chœur, qui représente la société publique, présente une tirade où il est question de la tragédie et de la distribution des rôles dans un drame cinématographique. Dans ces termes, la mort, la trahison, le désespoir sont là, tout près, et les éclats, et les orages, et les silences, tous les silences. Le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur, et on dirait un film dont le sang s'est enraillé. C'est au Moyen-Âge qu'ont apparu les menottes. Elles étaient faites de deux bandes d'acier, courbées, fermées par des serrures ou des dispositifs mécaniques simples, comme des rivets et reliées entre elles par une chaîne. Après la seconde tentative d'Antigone pour recouvrir le corps du cadavre de son frère, les gardes déjà en alerte l'arrêtent, lui mettent les menottes et l'amènent au palais de Créon. Antigone regarde ses mains tenues par les menottes avec un petit sourire. Créon, ayant demandé au garde de le laisser seul avec Antigone, lui demande « Faut-il lui remettre les menottes, chef ?» Effectivement, on avait enlevé, en présence de Créon, ses menottes à Antigone. Le chewing-gum, gomme à mâcher, pâte à mâcher, chic, chiclette ou gomme, est une gomme à laquelle sont ajoutés des arômes et parfums alimentaires. Elle est destinée à être mâchée et non avalée. C'est Thomas Adams qui, en mélangeant du chiclet, latex issu du sapotilier, avec de la résine et du sirop, fabrique puis commercialise en 1872 les premiers chewing-gums. Le garde racontant à Créon les circonstances de l'arrestation d'Antigone lors de sa seconde tentative. Je tourne le dos une seconde, je te demande une chiquiale, le temps de me la caler dans la joue, le temps de dire merci, elle était là, à gratter comme une petite hyène. La première gélatine est obtenue par Denis Papin à la fin du XVIIe siècle, qui la voyait comme substitut de viande pour alimenter la population pauvre. Au XXe siècle, l'administration favorisa la recherche de nouveaux types d'aliments économiques. Le chimiste Jean-Pierre Joseph Darcet s'enthousiasma particulièrement pour la gélatine. De nombreuses recherches furent entreprises, en particulier de 1841 à 1846, par Claude Bernard, sur les conseils de son maître François Magendie, qui avait démontré la nécessité d'une source externe d'éléments azotés. Ces expériences furent peu concluantes, mais c'est seulement au début du XXe siècle que la raison en fut comprise, c'est-à-dire l'absence dans la gélatine de tryptophane non fabriqué par l'organisme. Le garde, aveuglé pour le soleil de midi, lors de la surveillance du cadavre, n'arrivait pas à voir clair. J'avais beau écarquiller les yeux, ça tremblait comme de la gélatine, je voyais plus.
Le terme passeport est très ancien. Il remonte au XVe siècle et vient de passe et port. Il s'appliquait à l'époque à la libre circulation des marchandises. Son utilisation pour les voyageurs est attestée dès 1464. Le mot proviendrait non pas des ports marins, mais du document médiéval requis pour passer les portes des villes fortifiées. En 1548, la diète impériale d'Augsbourg oblige la populace sans maître à détenir les documents de voyage impériaux pour circuler, à moins de risquer l'expulsion. Le terme de passeport, passporten, aurait été utilisé peu après, en 1570, dans la langue juridique. Au lieu de passeport qui n'existait pas à l'époque de Sophocle, Anu aurait bien pu dire par la bouche de son personnage Créon cette autorisation, cette permission, ou ce droit pour désigner le passeport, ce passeport dérisoire, insignifiant. Et tu risques la mort maintenant que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire. Les paris sportifs étaient déjà présents durant l'Antiquité, à la période de la Grèce antique. À cette période, les Grecs avaient l'habitude de faire des concours sportifs et des compétitions sportives. Interdits en France, les jeux d'argent apparaissent au XVIe siècle. Les premiers casinos légaux se développent donc à partir de 1806, qui est l'année du premier règlement gouvernemental. Antigone était encore enfant lorsque ses frères avaient commencé à sortir la nuit pour aller jouer aux jeux d'argent. Créon joue sur ses souvenirs probablement flous qu'il garde de son enfance et sur sa naïveté. Que te rappelles-tu de tes frères d'abord, de compagnons de jeu qui te méprisaient sans doute? Alors pour mieux expliquer le caractère de ses frères, qui n'avaient rien des anges, Créon évoque leur sortie nocturne, leur addiction au jeu, et par-delà la perte de grandes sommes d'argent. Argent pour lequel Polynice n'hésitait pas à frapper son père Oedipe pour l'avoir. Une fois j'étais là, ton père venait de lui refuser une grande somme qu'il avait perdue au jeu. C'est en l'an 105, avant la naissance du Christ, qu'est découvert le papier en Chine, sous le règne de l'empereur Otetsailan, ministre de l'Agriculture, qui conçoit une pâte à papier fabriquée à l'aide de vieux chiffons, d'écorce et de filets réduits en bouillie. Au 7e siècle, le papier est introduit au Japon. Fleurs de papier pour faire référence à ces fleurs qui se vendent la nuit à la sortie des bars et des discothèques. Pensant que Polynice la lui avait donnée parce qu'elle l'aimait, Antigone la garde toujours. Pas plus que la veille, il l'avait retirée de son tiroir pour l'admirer encore une fois. Et fier de ce cadeau, il dit « Il m'a donné une grande fleur de papier qu'il avait apportée de sa nuit. » La première cigarette a été inventée en 1843, mais il faudra encore attendre un demi-siècle pour la voir s'imposer comme un produit de consommation courante. En 1926, l'État français crée le service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour gérer le monopole de la tabaculture. Comme les plus jeunes admirent souvent les plus âgés, Créon rappelle à Antigone son admiration pour ses grands frères. Après, tu as dû les admirer avec leur première cigarette. Rappelez que le tabac à l'époque était considéré comme un produit de luxe, voire une substance médicinale. Les gens fumaient partout, au cinéma, à la maison devant les bébés en classe.
Il y avait même l'élection de ce qu'on appellerait Miss Cigarette, celle qui réalisait le plus beau geste avec la cigarette à la main. Dans l'Antiquité, l'histoire du pantalon est liée à la domestication du cheval, étant indispensable pour le monter. Le pantalon fait son apparition dans l'ethnographie grecque au VIe siècle avant la naissance du Christ. Le pantalon moderne sera adopté vers 1850 sous le nom de tuyau de poil. Il ne volut que sur les détails depuis comme l'adjonction d'un revers sous l'impulsion d'Édouard VII du Royaume-Uni en 1909 par exemple. C'est le sport qui en popularisera le port chez les femmes. Les pantalons étaient aussi un motif d'admiration pour Antigone. Selon Créon, tu as dû les admirer avec leur première cigarette, leur premier pantalon, un ancien vêtement renouvelé 100 ans avant la présentation de la pièce d'Antigone en 1944. Remarquez que la cigarette existait aussi 100 ans auparavant. Les premiers essais visant à remplacer les chevaux par une force motrice datent du XVIIe siècle. Le premier véhicule automobile, qu'on appelle voiture, fonctionnel a été inventé en 1769 par Joseph Cugnot sous le nom de fardier de Cugnot. Créon essaie de donner à Antigone une image défavorable de Polynice, qu'il considère comme un voyou qui n'aimait que faire des fêtes, la chasse aux filles et les courses en voiture. Un petit fêtard imbécile, un petit carnassier dur et sans âme, une petite brute tout juste bonne à aller plus vite que les autres avec ses voitures. Le café s'est établi à l'origine au Moyen-Orient, passant de l'Éthiopie à l'Arabie et à l'Égypte, puis à l'ensemble du monde musulman. En Perse, où l'usage du café est très ancien, les cafés étaient au XVIe siècle des lieux de socialisation où les hommes pouvaient se rassembler pour boire du café, écouter la musique, lire, jouer ou écouter la lecture. Les synonymes varient selon l'ancrage culturel de leur public ou de leur implantation géographique. Bar, bistrot, troquet, estaminet, TV de boisson, etc. Allant toujours sur sa lancée, Créon ajoute aux autres méfaits de Polynice la dépense de grandes sommes d'argent dans les bars. Donc, de la consommation de grandes quantités d'alcool. Il faut rappeler ici que même permis, abuser de l'alcool reste toujours très mal vu. Un petit fêtard imbécile qui ne pense qu'à dépenser plus d'argent dans les bars. Nom féminin apparu l'année 1200. C'est un onomatopée, c'est-à-dire bruit, son ou cri, qui désigne le chant des alouettes, sorte d'oiseaux, puis à cause du bruit que font les pièces de monnaie. Parlons des funérailles royales organisées par les habitants de Thèbes pour le roi Éthéocle, frère de Polynice, le héros aux yeux du peuple. Créon évoque la collecte d'argent faite à cette occasion. Les enfants des écoles ont donné tous les sous de leur tirelire pour la couronne. Cette invention révolutionnaire a été mise au point par Joseph Souron en 1870 et améliorée par Thomas Edison en 1879. Suite à un procès, les deux inventeurs obtiennent le droit de fabriquer leurs ampoules. Souron invente alors le culot à baïonnette et Edison le culot à vie. Aimant rappelle à son père Créon la tendresse, la complicité père-fils,
et essaie de l'amadouer, de faire ressurgir en lui le côté humain qu'il avait avant de devenir roi. Il les évoque dans ces termes: cette odeur du fondu et ce bon pain du soir sous la lampe. Le papier remplace progressivement le parchemin à partir du XIVe siècle. Moins cher à produire, il permet une diffusion plus large. C'est alors un papier produit à base de vieux tissus bouillés et pressés, de le nom de papier chiffon. L'imprimerie marque l'entrée du livre dans l'ère industrielle. Le livre n'est plus un objet unique écrit ou reproduit à la demande. L'édition d'un livre devient une entreprise nécessitant des capitaux pour sa réalisation et un marché pour sa diffusion. En contrepartie, le coût de chaque exemplaire baisse très fortement, ce qui augmente considérablement la diffusion du livre. Le livre de forme codex et imprimé sur papier, tel qu'il existe encore aujourd'hui, date donc de la fin du XVe siècle. Les livres imprimés avant le 1er janvier 1501 sont appelés incunables. Aimant se doute que celui qui se trouve en face de lui en ce moment soit bien son père. Quand tu me montrais les livres de ton bureau, c'était toi, tu crois. Aimant ne manque pas de lui rappeler aussi les soins qu'il avait eus pour lui en tant que père, les histoires de héros qui lui lisaient le soir en parcourant les livres et qui devaient lui apprendre sans doute les valeurs humaines, la vertu et la sagesse. Tous ces soirs, tout cet orgueil, tous ces livres pleins de héros, c'était donc pour en arriver là. Les seules ceintures dont on dispose aujourd'hui ont été fabriquées bien après le Moyen-Âge ou la Renaissance. Elles datent du XVIIIe ou XIXe siècle et leur fabrication fut faite en référence aux illustrations passées et non pas en vertu d'une pratique millénaire. Les scènes de sang et de mort étaient interdites dans le théâtre grec. Le messager avait pour rôle de rapporter ces faits qui se déroulaient hors scène. Antigone est au fond de la tombe pendue au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges qui font comme un collier d'enfant. Ce qui débute par les couleurs d'une carte postale s'achève avec celle des fils de sa ceinture qui lui font comme un collier d'enfant, ultime parure pour une Antigone qui a refusé de grandir.